Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel du collègue joueur. Aujourd'hui, un grand jeu, un bon jeu, une trilogie qui découle d'une autre trilogie. Et je vous parle de Gargoyle Quest. J'espère que vous n'êtes pas pressés parce qu'on en a pour une bonne heure et un instant, 1 h et 38 minutes. Fait que allez préparer le café, le thé, le verre d'eau, la liqueur, le Red Bull, comme vous voulez, mais c'est parti pour une longue vidéo. Moi j'ai déjà mon breuvage. Ça fait que on se retrouve aujourd'hui sur Gargoyle Quest. Une première, hein, une review, faire une courte histoire. J'avais décidé de faire comme d'habitude, de mettre la cartouche et d'enregistrer directement live et arrêter à la première occasion que j'allais mourir, comme d'habitude. Hein, on sera le plus loin possible avant de mourir. Mais cette fois-ci, j'avais décidé de me pratiquer puis d'enregistrer en même temps. Et je m'étais rendu quand même assez loin. Fait que par la suite, je me dis, wow, je pourrais toujours faire les commentaires en off, mais ça m'inspirait moins. Mais j'ai décidé quand même de faire en sorte de continuer la partie puis d'enregistrer. À fin de compte, j'ai terminé le jeu. Ça fait que pour voir le jeu complet, comme vous pouvez voir, ça va prendre 1 h et 38 minutes. Et ça fait qu'il faut que je sois intéressant pendant 1 h 38 minutes. J'espère qu'on va y arriver, parce qu'on s'entend que c'est quand même beaucoup de temps à parler pour tout ce qu'on a comme information, qui est pas quand même pas énorme en tant que tel. Okay. Ça fait qu'on se retrouve sur Gargoyle Quest, un jeu sorti bien sûr en 1990. On peut considérer que c'est un jeu de première génération, hein, si on a l'information du fait que la Game Boy, la Nintendo Game Boy, hein, la console portable de Nintendo, est sortie en 89 avec le jeu Tetris. Du coup, moi, c'est ça que j'ai eu quand j'étais jeune. Hein. Et c'est un jeu que j'ai eu aussi dans ma jeunesse, qui était accompagné de Mario Land, Metroid, DuckTales et Mario Land 2 aussi. Mais c'est sûr que Mario Land 2 il est sorti beaucoup plus tard. Ça fait que, imaginez-vous à l'époque ce petit chef-d'œuvre, et je dis bien chef-d'œuvre parce que pour reconnaître un bon jeu, premièrement il faut reconnaître ses qualités, mais aussi il faut reconnaître ses défauts. Et dans ce cas-ci, les défauts, il y en a ou il y en a. On peut pas dire que c'est un jeu sans défauts, mais ils sont tellement peu, c'est peu de défauts, et surtout à quelque part, ces défauts sont sûrement reliés directement à la capacité de la Game Boy aussi, parce qu'on s'entend que Gargoyle Quest est un jeu qui exploite à 99,9% la console. C'est un jeu qui est sorti, bien sûr, je l'ai dit en 1990, mais c'est un jeu qui a été développé par Capcom, hein, Capcom qu'on connaît bien pour l'autre trilogie des Ghost and Goblin, Ghouls and Ghosts et Super Ghouls and Ghosts, hein, jeu sorti au Nintendo, au Super Nintendo et à la Sega Genesis, qui étaient tout d'abord aussi des trilogies à l'arcade. Non, est-ce que c'était une trilogie? Peut-être je me trompe. C'était peut-être pas une trilogie à l'arcade, mais c'est sûr que les deux premiers sont sortis sur borne d'arcade. Ça, j'en suis certain à 100%. Pour le Super Ghouls and Ghosts, la question que je me pose, est-ce que c'est sorti uniquement sur Super Nintendo? C'est la question. On arrive déjà au premier boss, comme vous pouvez voir, une espèce de piranha. Chose à remarquer, c'est les sprites. Les sprites sont énormes, hein, on voit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de clipping. Hein. Clipping, c'est étant donné que la capacité de la console peut pas peut-être manque un peu de mémoire pour afficher tous les pixels à l'écran. C'est pour ça que de temps en temps, il y a un effet de clipping pour compenser le fait de voir les choses.
Ça arrive souvent avec la Nintendo et la Game Boy, cet effet clipping. Là, je l'ai quand même eu rapidement. C'est sûr que j'ai fait dans le montage, j'ai pas tout mis parce que je devais avoir au-dessus de 4 heures de capture d'écran, mais ça sert à rien de vous voir le nombre d'essais que j'ai fait pour certains boss. Il y a des boss que je dois avoir gaspillé une cinquantaine de vies, c'est facile. Techniquement, ce jeu-là, c'est un jeu, si vous avez un peu de difficulté, vous devriez le régler à l'intérieur de 5-6 heures normalement, je dirais. Hein? C'est quand même un bon challenge. Hein? Ok, ben, on va y aller pour le scénario. Premièrement, le scénario, on se retrouve avec Firebrand, qui a plusieurs noms, hein, parce que dépendamment des recherches, Firebrand, c'est le nom officiel qu'on retrouve dans la série des Ghosts and Goblins. Hein, ça, c'est son nom, et aussi c'est son nom aussi dans les trilogies, parce qu'il y a eu plus qu'un jeu, mais on en reviendra là-dessus. Le scénario, c'est que Firebrand, à fin de compte, lui, tout tranquille chez eux, ben peinard, ben il vient se faire avertir qu'il y a une brèche, je sais pas, puis des destroyers sont arrivés. Scénario sans farce, vraiment trop basique, puis vous le voyez au début en plus de la vidéo, c'est en anglais. Mais si vous voulez voir un petit peu plus d'informations, vous pourrez prendre le temps de le regarder. Mais en fin de compte, c'est juste pour nous mettre dans le contexte de revenir et se battre contre des ennemis, des monstres. Parce qu'on est quand même un monstre, on est un démon. On pourrait considérer qu'on est un diable démon. Et on affronte des monstres pareils comme nous. Parce que à l'époque, hein, si on pense à la première trilogie qui est sortie des Ghosts and Goblins, nous étions l'ennemi récurrent du chevalier Arthur. Le bon vieux chevalier Arthur, le personnage mythique de, bien sûr, la trilogie des Ghosts and Goblins. So, le scénario est un petit peu plus développé dans le fait que on s'avait fait enlever notre bien-aimé, il fallait aller la récupérer. Ici, il n'y a aucunement, pas d'histoire d'amour, rien. Mais on s'entend que la personne qui a fait le scénario, c'est pas compliqué la vie. Ça fait comme je disais, son nom qu'on connaît bien, c'est Firebrand. On peut aussi l'appeler Red Haremmer, hein? Ou sinon vraiment en japonais, Makamura Geiden. Ça fait que c'est les termes qu'on connaît, hein? Parce que le vrai, à fin de compte, c'est Red Haremmer Makamura Geiden. C'est vraiment le nom complet au Japon. Mais Firebrand, c'est Red Haremmer. Makamuren Geiden, ben, ça doit être en rapport au Gargoyle Quest. Là. La traduction exacte de Makamura Geiden, ça doit avoir rapport avec tout ce qu'il y a toujours eu, là, le village damné, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça. C'est un jeu de plateforme hybride, hein, qu'on pourrait dire, comme vous pouvez voir, vous voyez très bien. Les phases d'action, hein, les vraies phases pures d'action de gameplay se passe en 2D, 2D style Mario, hein, vu de côté, et on retrouve un petit côté plus RPG. RPG c'est large là, mais vous allez comprendre tantôt quand on va rentrer dans les villages, oui. Bien, on a une vue de haut, un peu à la Zelda. Fait que ce jeu-là me fait penser quand même au deuxième opus de Zelda, Link. Hein, sur la Nintendo parce qu'on avait des phases vues de haut comme ça qui se déplaçaient uniquement, tout d'un coup on rentrait en collision avec un ennemi puis on avait une petite phase de combat, de plateforme combat pour pouvoir continuer sa route et après ça quand on tombait vraiment dans les niveaux, les donjons, les villages, bon, on tombait en vue 2D. Mais dans ce cas-ci, comme vous pouvez voir, on est dans un village et le vue est de haut et on peut parler. Habituellement, les textes sont très simples. Et on a plusieurs fonctions. On parle, on utilise. Après ça, on peut regarder nos levels puis on check. Sans farce, on va pas énormément utiliser les objets. On va parler beaucoup. Utiliser les objets, ça va arriver de temps en temps. Regarder, checker, oui. Surtout quand on obtient des vials comme ceci. Les vials, c'est l'argent. Hein? C'est l'argent qu'on utilise pour échanger contre un élément important du jeu. Hein? C'est les talismans de cyclone qui nous donnent des vies à fin de compte. C'est de l'argent qu'on va échanger pour des vies techniquement.
C'est pas compliqué, les visages c'est toujours les mêmes. On rencontre le marchand qu'on a en ce moment, qui va nous échanger bien sûr ses viales pour des talismans de cyclone, of the cyclone, on dit oui. En ce moment les talismans de cyclone sont à leur plus bas prix, qui équivaut à 8 viales, mais vers la fin du jeu, on va se rendre jusqu'à 32. Ça veut dire que ça va faire de 8, 16, 32. Ça va quand même assez vite. Là, vous voyez, j'ai mon level pendant qu'on le voit bien à l'écran. Le 1, c'est le jump à 1, les ailes à 1 et les vies à 2. Parce que tout ça va pouvoir augmenter au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, ce qui est bien. Hein? Parce que au début, le design des niveaux, ben, il fit un peu, ben, il n'y a pas le choix, il faut qu'il soit en rapport aux capacités qu'on a, et plus ça va aller dans les niveaux, plus on va améliorer nos capacités, mais plus le design aussi des niveaux vont aller avec nos capacités. C'est un excellent jeu pour ça. C'est que ici on est avec Firebrand, on se promène, on parle toujours aux PNG, hein, aux personnages qui sont dans le jeu. Comme je disais, on retrouve le marchand. On va retrouver aussi la personne qui nous donne les codes, comme en ce moment vous allez voir. On parle. C'est des codes de 8 caractères, hein, chiffres et lettres. C'est quand même correct. Je trouve que ça fait bien la job. Ça enregistre tout, hein. Ça veut dire le nombre de vies, le nombre de viales, il n'y a pas de problème. Ça va vraiment enregistrer tout ce que vous aviez en stock avant de prendre le code. Ce qui est bien, c'est que des fois on a un code, on va faire des petits upgrades de viales pour s'assurer d'en avoir assez avant d'aller au boss, puis on va chercher son code. Moi j'en ai noté, avant de finir le jeu, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 codes que j'ai pris en note avant de terminer le jeu. Ça fait que ça fait pas énormément de codes. Ça vous donne peut-être une petite indication pour la longueur du jeu, qui est pas énorme non plus. Hein. Quelqu'un qui est assez efficace, là, très très bon, là, je veux dire, à l'intérieur d'une heure c'est réglé. Parce que moi avec mon découpage à l'intérieur d'une heure et demie, puis j'ai peut-être perdu un peu de temps à virailler dans les villages. Et c'est à chaque fois, on le voit, à part le marchand, la personne qui va nous donner les codes, et que si on meurt, on va revenir à la même place que où on a pris notre dernier code. Ben ici, on retrouve le chef, on pourrait dire, du village. À chaque fois, c'est un monstre qui peut nous faire penser un petit peu au gros monstre qu'on retrouvait dans Ghost and Goblin. Mais ici, habituellement, il nous demande toujours un service. Hein. Il nous dit, ah, j'ai perdu tel objet, j'ai perdu ma force, est-ce que tu veux aller chercher? Fait que c'est ça qu'il faut faire habituellement. Il faut toujours aller dans le village, parler au boss du village. Il va nous donner une petite mission très simple. Rien de très compliqué dans le scénario. Hein. Il n'y a pas de revirement spectaculaire. À part peut-être le fait de découvrir que nous sommes le Red Blaze. Hein, qui va avoir le feu sacré pour, à fin de compte, apporter la paix. Parce que c'est ça, hein, aussi l'histoire. Hein. À part nous avoir dérangé parce que les destroyers sont arrivés, ben, il faut retrouver le Red Blaze. Le Red Blaze qui est le sauveur, qui est la personne censée sauver selon les histoires, hein, la légende qui possède aussi le feu sacré. Fait que tout au long de l'histoire, c'est sûr ça vous vole un peu le punch, mais c'est quand même vous. On va découvrir que c'est vous le Red Blaze qui avez le feu sacré. Le vrai terme, c'est pas feu sacré, mais c'est le terme en français, mais je sais que ça a rapport avec une candle. Mais, oui. Fait que là, on se promène toujours comme ça, risque de tomber dans justement une zone de combat, mais là, on rentre dans notre premier. On peut considérer que c'est le premier réel donjon. Hein? Non, c'est pas vrai, le premier, on l'a déjà fini. C'est le deuxième, mais vous allez voir, ça va quand même assez vite. Là, vous voyez, il y a toujours des talismans. Regardez la finesse des images. Premièrement, l'animation de Firebrand est excellente. Hein? Vous voyez, il peut sauter, il peut voler pendant un court temps et il peut s'agripper après les parois. Fait il n'y a rien de mieux dans ce temps-là pour vraiment apprécier le gameplay du jeu. Hein? Parce que c'est pas un gameplay
qui reste trop Mario, hein, juste de gauche à droite ou de droite à gauche. Non, non, c'est un gameplay qui se joue autant de manière horizontale que de manière verticale, ce qui rend vraiment la chose super intéressante. Surtout, ça met vraiment en valeur le fait que le personnage puisse voler. Et plus au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, et plus la capacité de Firebrand de voler longtemps va être intéressante. Et à la fin, vraiment à la fin, Firebrand va voler de manière illimitée. Ce qui va le rendre vraiment intéressant. Et le design aussi est fait en sorte que ça soit comme ça. Parce que si on ne réussit pas à acquérir certaines habilités, en tout cas à développer ces habilités, parce que les habilités on les a déjà au départ en tant que tel pour le saut et le vol. Ici un petit secret, si vous sautez en bas il y a une vie. Ben, je ne l'ai pas fait parce que j'aimais bien avoir le checkpoint ici, sinon c'est quand même assez risqué d'aller chercher la vie, parce qu'on risque d'en perdre une. Mais la finesse des graphismes, c'est excellent. Vraiment là, c'est de toute beauté pour une console. N'oubliez pas, pour une cartouche de première génération, parce que là on est en 1990, la console est sortie en 89, ok? Les derniers jeux sortis sur la Game Boy, là on parle de la première Game Boy, là, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y a eu la Game Boy Pocket, la Game Boy Color, mais ça doit être du 80... Je me reste entre 93, 94, mais 94, j'étire pas mal. On doit être rendu pas loin de la Game Boy couleur. 92, c'est sûr, certain. Mais ça faisait juste 4 ans qu'il est sorti. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que pour une première génération de jeux, c'est oh my god. Quel potentiel. Puis, je veux dire, il y a, oui, un peu de ralentissement, mais c'est normal. Les sprites sont quand même gros. La console, c'est quand même une Game Boy. Faut pas trop y en demander non plus. Mais le ralentissement, les peu de fois qu'il y a du ralentissement, c'est pas vraiment gênant. Même des fois, ça peut être un avantage. Parce qu'étant donné, il y a une question de... Là, on vient de voir peut-être un défaut. Puis en plus, je suis mort. On vient de voir un défaut. Le seul défaut, je pense, qui existe en rapport... Pas qui existe, mais un défaut qu'on va sortir parce que je le vois, c'est le fait de... Quand on s'agrippe après les parois, puis on a des pics juste au-dessus de notre tête... Je sais pas si c'est parce que je connais pas la fonction, la manière de juste s'éloigner, juste se laisser tomber pour éviter les pics, mais on est comme obligé par défaut de sauter. Et à chaque fois, ben, si on est trop proche des pics, ben, on se prend les pics et on s'entend qu'à 2 points de vie, on peut les perdre assez rapidement. Donc, il faut éviter. Mais la barre de vie, au fur et à mesure qu'on va jouer, elle va augmenter jusqu'à 5 points de vie. Ouais. Et même plus tard, quand je vais l'avoir, il y a une bouteille, on acquiert une bouteille. Je sais plus où exactement quand je l'ai eu. Ça, même déjà là, je savais même pas quand la première fois je l'ai utilisé, mais ça remplit complètement ses points de vie, qui est une très bonne chose. Ça veut dire on peut se retrouver avec 10 points de vie à un boss, surtout le boss de la fin. Fait que, et même au boss de la fin, quand vous allez voir, je l'utilise vraiment, le fait que la bouteille, pour que ça soit plus facile à réaliser. Ce que vous voyez, c'est vraiment un style de jeu de plateforme. On arrive au deuxième boss, hein, c'est du deuxième donjon. Ben, le premier boss du deuxième donjon, ce que vous préférez, le deuxième boss du jeu en tant que tel. Mais c'est des... on sait pas trop c'est quoi, là, des espèces de œils fixés aux parois qui nous envoient des projectiles. Et il faut les aimer, il y en a 4 comme ça. Il faut faire attention parce que vous voyez, il y a des pics partout. Il faut vraiment bien contrôler ses sauts, le fait de voler pour éviter de toucher au pic. Et que c'est vraiment de la précision. Il faut du skill. C'est pas compliqué. Il faut être habile, il faut bien maîtriser le jeu. Mais un coup que c'est maîtrisé, c'est excellent. C'est très
jouissif, on va dire, ce terme-là, de jouer. Parce qu'un coup qu'on contrôle, on peut vraiment bien gérer la hauteur de son personnage. Parce que on fait juste appuyer légèrement sur le bouton pour arrêter de voler, le faire descendre, on appuie immédiatement et il s'arrête. Fait que le fait là, de bouger gauche-droite, c'est bien, mais de bouger aussi de manière de haut en bas rend le jeu splendide. Fait que quelqu'un qui maîtrise bien le contrôle, ben, il trouve pas de lacune à ce jeu-là. Parce que vraiment, c'est très très bien géré. Les réflexes sont très très bons. Ça fait que, après ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? On va augmenter, oui, les vies. On va augmenter, bien sûr, le vol, vous voyez. Un coup que les ennemis sont tués, il faut toujours quitter le, le donjon. Faut faire attention. Ah, maintenant ils me disent que j'ai acquis bien sûr le stick gremlin, je sais pas, le bâton, la canne, la perche, peu importe. The Power of Blockbuster. Je sais pas c'est quoi vraiment Blockbuster, à part que c'est un gros succès habituellement au cinéma, les blockbusters, ou les gros succès aux jeux vidéo. Ici, ça c'est aussi ben, un inconvénient. Personnellement, moi, le fait de me promener sur une carte, puis de popper faire popper des ennemis ou comme ça des moments de plateforme qu'on doit éliminer tous les ennemis à l'écran. Moi ça vient pas me chercher, même à la limite ça m'emmerde un peu, excusez le terme là, mais moi personnellement j'aimerais bien mieux que ça avoir des vrais niveaux comme ça, beaucoup plus longs, beaucoup plus linéaires, mais qui restent agréables à jouer. Que juste un petit popage de temps en temps comme ça qui fait plus m'emmerder que autre chose. T'sais. Mais ça, gars, comme ici, ça c'est une vraie séquence. On a un pont, on doit traverser le pont parce qu'on est arrivé par là tantôt. Hein, faut pas oublier que tantôt le chef du village nous a demandé d'aller chercher son bâton, hein, son Gremlin Sticks. Et là, ben, on va lui rapporter. Ça, pour moi, c'est plus intéressant. Ici, en passant, si on n'avait pas eu l'augmentation du vol, c'est quelque chose qu'on peut pas aller avant. Il faut vraiment s'assurer d'avoir le vol assez haut. Avoir une assez longueur de temps. Parce que là, pour l'instant, ça doit durer environ 2 à 3 secondes le vol. C'est pas beaucoup. Au début, c'est ça, 2 secondes, je crois. Mais plus ça va aller, plus le saut va être bon. Le vol va être bon. Bien sûr, le jeu, hein, il y a eu une suite, hein, il y en a eu même 2 autres jeux. Il y a eu un jeu qui est sorti sur Nintendo Entertainment System, qui est aussi Gargoyle Quest, mais qui est Gargoyle Quest 2, carrément la suite de Demon Darkness. J'ai le peu d'informations que j'ai vues et d'images, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est à peu près la même chose, sauf que c'est fait en couleur, on s'entend qu'il y a de la couleur, et peut-être les quêtes sont un petit peu plus complexes, peut-être le scénario un peu plus poussé, peut-être aussi les donjons plus poussés, c'est peut-être un petit peu plus poussé pour tout, mais étant donné qu'on avait déjà un excellent jeu ici, ben ils ont seulement décidé de faire une sorte de portage, parce que sans savoir les dates, je monte Gargoyle Quest 2 à la Nintendo, hein, Gargoyle Quest 2 de Demon Darkness, et Gargoyle Quest aussi sur Game Boy. Ben, on pourrait penser que c'est un jeu qui est sorti à la même date, sauf qu'il y a eu un portage différent. Hein, il y a eu des périodes comme ça que on sortait, ben ça existe encore aujourd'hui. Hein, on n'a rien qu'à prendre un jeu récent et on fait autant de sorties sur la PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360. Hein, ça arrive encore. Il y a des jeux qui font encore ça. Ils vont sur les plusieurs consoles. Mais à une certaine époque, il y avait la même chose. On avait le jeu qui sortait sur Game Boy, sur Nintendo, sur Super Nintendo. Ça arrivait sans problème. Vous voyez ici, j'ai augmenté mes points de vie, puis j'ai augmenté mon jump qui est rendu à 2. Et on se retrouve dans un autre donjon. Mais pour continuer mon histoire,
C'est une chose que, ouais, c'est comme je disais, il y a des bonnes chances qu'on puisse penser, sans connaître les dates, que c'était des portages. Je veux dire, le Nintendo et Game Boy ils sont sortis en même temps. Sauf ils ont fait une version pour la Nintendo Entertainment System, la Nintendo 8-bit, manette carrée de bouton rouge, et qui ont fait aussi une version pour la Game Boy. Parce qu'on s'entend que techniquement parlant, la Game Boy comporte deux boutons, le A et le B, et la Nintendo, même chose, deux boutons A, B. Hein, techniquement, c'est la même chose, c'est les mêmes touches. La croix directionnelle, les deux boutons A, B, Select, Start, et c'est ce qu'on retrouve sur la Game Boy autant que sur les manettes de Nintendo. Ça fait que dans ce temps-là, c'est plus facile. On n'a pas besoin de modifier grand gameplay. Okay, peut-être qu'on s'arrange, on arrange les graphismes, on arrange la trame sonore, on arrange, on améliore le scénario bien sûr, puis on fait en sorte que les donjons soient plus longs. Ok, parce que ça, c'est peut-être, je viens de vous nommer peut-être les défauts du jeu, hein, son scénario, son pauvre scénario. Et on s'entend que le scénario est très très pauvre. Il y avait quelque chose sans être trop compliqué, au moins que les PNG, les personnages qu'on parle aient quelque chose vraiment à dire. Même peut-être, à la limite, une, deux ou trois petites quêtes annexes. Pourquoi pas, ça aurait fait mal à qui, à personne. Peu importe. Ça, c'est un choix. Je vous rappelle qu'il y a quand même une limite aux cartouches Game Boy. Hein? Et c'est sûrement, ils ont sûrement atteint leur limite de capacité. Déjà que la musique est excellente, la musique. Hein? Là, je fais du saut de l'autre, du coq à l'âne, mais la musique, c'est un point extrêmement fort de ce jeu. Et quand on écoute la musique, en tout cas, il y en a une qu'on va entendre plus tard, et pour moi, c'était du Ghost and Goblin. Et tantôt, j'en ai pas parlé, mais si vous avez pris le soin de regarder le sous-titre de Gargoyle Quest, eh bien, c'était bien marqué Ghost and Goblin. Alors, c'est très, comment dire le terme, c'est assumé. C'est vraiment assumé le fait que c'était une suite qui découlait d'une trilogie. On appelle ça un spin-off. Ça veut dire le jeu c'est un spin-off, c'est un jeu qui découle d'un autre jeu. Quand on parle d'un spin-off, on parle d'un personnage plus secondaire et non principal, mais lui a sa propre histoire, son propre scénario, ce qui n'est pas un gros scénario dans ce cas-ci. Mais quand on parle des Ghost and Goblins, on parle d'Arthur et de sa bien-aimée qui se fait enlever. Et durant notre mission, hein, notre avancée, on rencontre obligatoirement Firebrand. Peu importe que ce soit la version Nintendo, la version Super Nintendo, la version Genesis, on rencontre Firebrand. Et en plus, c'est un des ennemis les plus difficiles étant donné qu'il a un comportement aléatoire. Et là, on se retrouve toujours avec des petites phases de combat. Hein. On rencontre du monde, il faut éliminer certains ennemis qu'on rencontre. Et habituellement, c'est pas trop compliqué. Il y en a quand même des plus difficiles, mais pour la plupart du temps, ça va quand même bien. Ah, ici, il faut le savoir, mais habituellement, c'est en parlant au monde du village, on découvre ici un autre upgrade du vol. Si je me trompe pas, ouais, qui permet justement à voler plus longtemps. Sinon, si on n'a pas cet upgrade-là, on se retrouve avec un léger problème, c'est qu'il y a des endroits de plateforme qu'on peut pas traverser. Ça, c'est des ennemis qui sont quand même difficiles. Ça fait que, vraiment, la musique, pour revenir sur la musique, quand je parlais tantôt, je disais que c'était une musique qui était vraiment de style Ghost and Goblin. Ben, c'est très assumé parce que dans le sous-titre de Gargoyle Quest, on retrouve bien sûr l'information qui nous dit c'est le sous-titre, c'est Gargoyle Quest Ghost and Goblin. Fait que c'est très assumé dans le fait que oui, on savait que c'est un personnage qui venait de cette série-là. Hein? Mais il y en a eu d'autres, comme je disais, il y en a eu aussi, il y a eu la suite sur Nintendo, hein, une suite améliorée, que malheureusement, que je ne possède pas. C'est pas parce que j'aimerais pas l'avoir, j'aimerais beaucoup l'avoir, mais
c'est une version en ce moment qui coûte très cher. Sur eBay, seulement la cartouche, ça va se chercher dans les 80$. Hein. Ça fait que c'est quand même beau. Ça, c'est lui le pire ennemi, selon moi, qui est le plus difficile qu'on vient de voir. Il se dirige directement vers nous. Ça, habituellement, ce qui est préférable, c'est d'avoir d'autres projectiles. Parce que, oui, dans ce jeu, on a d'autres projectiles qu'on va débloquer, qu'on va acquérir, hein, parce qu'on les a pas encore. Fait que c'est quand même intéressant pour ça. Mais pour finir mon histoire, oui, de suite de Gargoyle Quest 2 de Demon Darkness, eh bien c'est un jeu qui coûte très cher, qui est extrêmement rare aussi. Ben je dis extrêmement rare. Il est rare, ok? Parce que extrêmement rare, ça veut dire qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais si on tape sur eBay, vous allez quand même en trouver quelques-uns. Sauf que les prix demandés sont vraiment trop élevés. J'espère juste un jour être capable d'en trouver un en bon état et de pouvoir l'acheter, à moins d'avoir à un moment donné trop d'argent puis de le commander sur eBay, mais pour l'instant, on va s'en tenir à ce qu'on a. Et il y a eu bien sûr une troisième opus qui n'est pas Gargoyle Quest 3 malheureusement. Pourquoi on ne sait pas. Ils ont décidé de changer le nom, mais c'est Demon Crest, hein, un jeu au Super Nintendo. Un autre jeu techniquement très très beau. La technique est là, hein, on s'entend pas là-dessus. On s'entend là-dessus. Sauf que c'est un jeu qui aurait pu être un très 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 grand succès. Mais étant donné qu'il est apparu à la fin de la vie de la console, plus une durée de vie très courte, ce qui a vraiment nuit à fin de compte au jeu. Mais c'est un très bon jeu pour ce que j'ai vu, hein. Mais ça va être dans une autre vidéo, hein. Je vais vous le présenter aussi. Est-ce que je vais vous le présenter en review ou en direct live? Je sais pas, mais c'est sûr qu'une review c'est toujours plus intéressant pour parler d'un jeu, surtout quand c'est des jeux complexes. Mais je le possède, je suis très chanceux et je fais pas juste posséder la cartouche, je le possède en boîte avec le livret. C'est sûr que la boîte est quand même usée, mais quand j'ai eu la chance de lâcher ce jeu-là, ben premièrement, je l'avais jamais vu. Hein, c'est ce jeu-là. Je l'avais vu en vidéo, je l'avais vu en review avec le Hooper et ça m'avait vraiment donné le goût. Et un jour, j'ai eu l'occasion, je suis tombé dessus par hasard comme ça, à un très bon prix, qui veut dire en dessous des 100$. Ça fait que c'est un bon prix parce que avec sa boîte, avec le livret, aujourd'hui sur eBay, je pense que ça doit jouer dans les alentours d'une 200$ environ, hein? Facile, facile. Ah, petite gorgée. Ça fait que toujours la même. Vous voyez, hein, on rentre souvent dans les combats. Ça qui pour moi est un peu agaçant, mais faut pas oublier que ça a un certain avantage, ces combats, parce que à chaque fois, on nous indique le nombre de vials qu'on a gagné, comme ici on en a deux. Faut pas oublier que les vials, c'est de l'argent qu'on va pouvoir échanger plus tard pour nos talismans de cyclones qu'on va retrouver dans les villages. Hein, parce que les villages, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a le chef, il y a le gars qui nous donne le code, la sauvegarde en fin de compte, et il y a le marchand. Des fois, il peut y avoir d'autres choses, mais habituellement, c'est ces trois éléments-là on retrouve. Ah, vous voyez, là en ce moment, on voit très bien. Je suis rendu à 3 vies, mon vol est rendu beaucoup plus haut. Le saut est à 2 et j'ai mon boomerang. Vous voyez au-dessus de ma tête, j'ai une petite bouteille avec un cœur. Ben, c'est cette petite bouteille-là que je sais pas trop où est-ce que je l'ai eu, mais ça doit être un cadeau que j'ai eu. Et cette bouteille-là va me permettre de l'utiliser durant les boss. Mais ça, à fin de compte, je l'ai réalisé vraiment plus tard. Ça veut dire que j'étais rendu dans les derniers niveaux, ce qui est peut-être une bonne chose parce que je l'ai pas utilisé avant. Fait que ça m'a permis de la conserver jusqu'à la fin, ce qui me permettait à fin de compte d'avoir 10 points de vie rendus à la fin.
Ça, c'est une chose qui est bonne à savoir. Je vais faire un petit retour sur la sauvegarde. Hein. Il faut noter quelque chose d'intéressant. Certaines personnes pourraient penser que c'est un défaut, mais pour moi, je pense pas que ce soit un défaut. Même, je considère que dans le futur, ça va devenir une qualité. Le jeu Gargoyle Quest a pas de pile de sauvegarde. C'est pour ça qu'on doit acquérir des codes. Okay. Vous voyez l'espèce de... Juste montrer ici, là. Ce ravin, là, ce précipice. Si on ne trouve pas les ailes qui étaient cachées, les ailes de faucon qui étaient cachées dans l'arbre, c'est impossible à réussir. C'est pour ça que dans le village, on nous donne l'information qu'il faut chercher dans un arbre. Bon, là, je me coupe. Fait comme je disais, cette cartouche Game Boy n'a pas de sauvegarde. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Certaines personnes pourraient penser que c'est un inconvénient, surtout quand c'est sorti. Quand c'est sorti, parce que dans le sens que c'est quand même sorti en 90, les cartouches avec les sauvegardes sont arrivées peut-être un petit peu après, mais pas tant que ça, parce que Zelda Link Awakening à la Game Boy devait être dans les mêmes eaux. Ça devait être un 90 certain, ça. Dans les années 90. Mais peu importe. Un jour, je vous ferai une petite review, une petite vidéo sur ce Zelda. Mais ce que je veux dire, c'est que la batterie a une durée de vie. Durée de vie de combien? 5 ans? 10 ans? 15 ans? 20 ans? 25 ans? On va se rendre jusqu'à où, là? 50 ans? Ben ça, on le sait pas encore, parce que quand les personnes ont conçu nos petits amis japonais, faut pas oublier que c'est quand même Capcom, c'est Nintendo, c'est que c'est des produits qui viennent du Japon. Ça fait que ce qu'il faut réaliser, c'est que les piles, à un moment donné, vont être désuètes, ils seront plus bonnes. Ça fait que la sauvegarde ne fonctionnera plus. L'avantage de ces cartouches, c'est que c'est un code. Fait que jamais on va être pogné avec le fait qu'on va être obligé de soit changer la batterie, ce que personnellement me rend pas super heureux d'être obligé d'ouvrir une cartouche, parce que ça peut quand même... on s'entend que pour les cartouches de Game Boy, c'est pas si grave que ça les ouvrir, mais en tout cas, il faut les outils. Moi, personnellement, j'ai les ai, c'est correct, mais c'est pas évident. Juste, je vais me couper moi-même, mais vous voyez que certains projectiles, comme en ce moment, permettent de briser, en tout cas, des choses. Dans ce cas-ci, le boomerang peut briser ces espèces de murs en bulle et peut nous faire passer par des passages spéciaux, en tout cas, surtout découvrir des talismans ou des viales. Bon, si je reviens pour mon truc de batterie, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le fait d'avoir des codes va faire en sorte que le jeu va prendre beaucoup plus de valeur dans le futur. Ben, pas le jeu va prendre plus de valeur. Le code va être beaucoup plus apprécié dans le futur, étant donné que on n'a pas besoin d'avoir de batterie de sauvegarde, il faut simplement conserver les codes. Ouais, je sais peut-être certaines personnes vont trouver ça plate de conserver des codes. Ça, c'est à votre discrétion. Hein. Je peux mettre ça dans un document Word ou sur un petit bout de papier, dans sa cartouche en plastique qui va avoir votre jeu. Mais si vous avez les codes à quelque part, c'est parce que vous y jouez maintenant. C'est que je veux dire, c'est pas un gros problème. Puis même en cherchant un peu sur Internet, vous allez sûrement trouver facilement le code ou les codes de Gargoyle Quest. Mais pour moi, c'est un gros avantage d'avoir des mots de passe pour le jeu. Et c'est la même chose pour Gargoyle Quest, non, excusez, Demon Crest sur la version Super Nintendo. Mais ça, c'est un autre dossier et on va en parler un autre fois. Mais je vais vous donner un exemple. Mon Super Metroid au Super Nintendo, la pile de sauvegarde ne fonctionne plus, malheureusement. C'est sûr que si j'avais eu le système de code, bien j'aurais pu jouer. Oui,
c'est un peu chiant prendre le code en note. Surtout pour un Metroid, je suppose que le code aurait été quand même assez complexe, pas uniquement 8 caractères. Parce que dans Gargoyle Quest, dans Demon Crest, excusez, au Super Nintendo, ben, les codes, si je me trompe pas, sont rendus de 16 caractères. Ça fait que c'est quand même plus long. Faut regarder bien ici, juste pour vous montrer les détails de l'animation, l'herbe qui bouge. Vraiment, ceux qui ont travaillé sur le visuel, ils ont vraiment tout donné. Hein? Ça, c'est peut-être un des ennemis les plus tannants qu'il y a dans le jeu. Mais pour moi, je considère que dans le futur, tu sais, quand ça va, je vais être rendu... parce que là, c'est un jeu qui est sorti en 1990. On est en 2014, bien sûr, bientôt 2015. On va arrondir, ça fait 25 ans déjà, ok? Fait que oui, il y a des piles qui fonctionnent encore 25 ans plus tard, mais pour mon Super Metroid, ça marche plus. Et j'ai quelques jeux cartouches, oui, qui ont des batteries de sauvegarde, et ça, malheureusement, ça peut devenir un inconvénient dans le futur. Surtout pour la revente. Ben, puis même pas juste pour la revente, pour simplement jouer. Il n'y a personne qui peut se permettre de dire que... Ben, personne. Oui, il y en a, mais... Je veux dire, dans le... On va dire la normale, là, hein? Dans les joueurs, hein? Les casuals, hein? Pas ceux qui font du TAS puis du speedrun qui passent leur vie là-dessus, mais pour les communs du mortel, on va dire ça de même, bien, un Super Metroid, tu vas le finir en une dizaine d'heures, une vingtaine d'heures, si tu veux vraiment prendre le temps de tout trouver, mais si tu n'as pas de sauvegarde, tu vas pas te taper 20 heures de jeux vidéo consécutifs, là, ça c'est impossible, là, parce que tu vas saigner des yeux. Mais c'est pour ça qu'il y a les sauvegardes automatiques avec les piles de sauvegarde. Hein, on s'entend. Malheureusement, dans mon cas, je vais être obligé de changer la pile pour jouer ou sinon juste pas fermer la console. Ça on verra bien, mais un jour aussi, ça c'est un autre jeu que je vais vous faire en vidéo. Un Super Metroid, on s'entend que je vous ai fait à date le Metroid sur Nintendo, sur Game Boy. Il vous faut le meilleur, hein. Pour moi, c'est le meilleur. C'est lui qui a le plus innové de toute cette série-là. Après ça, on passe à d'autres choses, mais quand même, c'est un grand jeu. Mais on revient à nos moutons, on revient à notre Firebrand. Et c'est pour vous dire que oui, le fait d'utiliser un password est un avantage pour moi. Comme je disais, ça peut être un inconvénient pour certaines personnes, mais pour moi, c'est un avantage. Fait que tous les jeux que je possède sur Game Gear, hein, la console portable de Sega, ben c'est un avantage aussi d'avoir des codes. Parce que dans les jeux de Game Gear, à ce que je me rappelle, je ne crois pas qu'il y ait une seule pile de sauvegarde. À moins que je me trompe. Si je me trompe, mettez-moi dans les commentaires quel jeu à la Game Gear a une pile de sauvegarde. Parce que j'en ai quand même plusieurs jeux Game Gear. Je sais, je vous ai déjà montré une vidéo là-dessus. Ça fait que comme d'habitude, on se retrouve toujours devant le chef du village qui va nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour l'instant, vous voyez, ça va quand même assez bien. C'est quand même une vidéo qui va durer longtemps. Ça fait que j'espère que ça va bien pour vous aussi. Hein. Ce jeu-là, si on le regarde bien attentivement, puis on essaie de le comparer, je vous l'ai dit au début, c'est un jeu qui nous fait penser grandement au deuxième Zelda, Zelda 2, le retour de Link, ou la revanche de Link, je sais plus, mais c'est vraiment un jeu qui nous fait penser à Zelda, étant donné que c'est un hybride dans les deux façons de voir le jeu, autant que ça soit de haut ou de profil, comme en ce moment on voit de haut, le jeu de haut. Mais après ça, ça va devenir les phases de plateforme en profil. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment gardé après, hein, dans le sens que Zelda, le premier Zelda, on le voyait de haut, il s'est resté le même, c'était très bien. Les autres Zelda qui étaient plus, on va dire 2D en pixels, ok.
ben, ils ont gardé ce style-là. Mais le style du Zelda 2, non, ça n'a pas fonctionné. Le monde a moins embarqué, puis c'était quand même difficile. C'est un jeu que j'ai terminé. Les deux premiers, je les ai terminés. J'étais encore en train de travailler sur le troisième. J'ai pas fini, mais tu sais, on s'entend que un bon jeu, ça reste un bon jeu, peu importe un vrai bon jeu, peu importe si tu as le temps 20 ans plus tard, ça va rester un bon jeu. Même si visuellement c'est pas la même technologie, mais c'est pas grave. Quand la technologie, là on parle de l'image et du son, mais quand c'est bien fait, ça passe très bien. Moi je peux rejouer à Mario Bros le premier du nom, Super Mario Bros le premier du nom, sans problème, même si c'est pas ce qu'il y a de plus top dans les images. Je me sens très à l'aise, le gameplay est excellent. Le but c'est d'avoir du plaisir avec un jeu. Si on n'a pas de plaisir, peu importe que la musique soit excellente, que le visuel, les images soient 3D, Full HD, tout équipé, 60 images secondes. Si le jeu est plate, ben c'est pas parce qu'il est beau qu'il va être nécessairement le fun. Et à l'inverse, on peut se retrouver avec des jeux avec un visuel très old school, puis ça revient, hein, l'espèce de rétro visuel qu'on voit dans les jeux. Super Meat Boy, pour n'en nommer juste un. Mais c'est bon. Puis on s'entend aussi que les jeux, il y a certains jeux indépendants que c'est une petite équipe qui travaille là-dessus. Fait que des fois, techniquement parlant, c'est beaucoup plus facile de faire un style rétro avec des sprites 2D en place de commencer à jouer avec la 3D, les polygones et tout et tout et tout. Les collisions commencent à être beaucoup plus compliquées. Fait que on connaît les codes maintenant du jeu vidéo 2D. Il y a quand même 20 ans d'expérience en arrière de ça, hein. Fait que on peut les réutiliser ces codes-là, puis à fin de compte faire des très 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 bons jeux aujourd'hui. Puis c'est pas à cause que le visuel est plus rétro que ça fait un mauvais jeu. Non, non, ça rappelle de la bonne vieille nostalgie. Puis les joueurs de mon âge, hein, on va dire la vérité, 30 ans et plus, hein, ben, ils vivent très très bien avec ces styles de jeu nouveaux, mais rétro, l'approche rétro. En autant que ça reste un jeu agréable. Et dans ce cas-ci, hein, Gargoyle Quest, sorti en 1990, je vous le rappelle, un an après la sortie de la Game Boy, et on se retrouve avec un jeu comme ça, hyper beau, hyper fun, avec une trame sonore inspirée. Ben là, quoi demander de mieux à part le fait d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue. On aurait voulu au moins le double, hein? Pas juste avoir tu sais, techniquement, la personne qui va jouer au début va jouer une dizaine d'heures avant de tout savoir. Moi, je m'en doutais un peu qu'est-ce qu'il fallait faire, hein, parce que j'avais quand même vu quelques vidéos. Mais à l'époque que je le possédais, je pense que j'avais jamais fini le premier niveau, hein, le premier donjon, où ce qu'on rencontre l'espèce de piranha avec les grosses dents qui sort de l'effet. C'est pas de la lave, parce que la lave nous ferait des dégâts, mais l'espèce de liquide en bubule qu'on a vu au début, que j'ai tué du premier coup. Ben, moi, au début, non, c'était dur, hein. Quand t'es jeune, des fois, t'es moins patient. Fait que, et en plus, à une certaine âge, on tripe plus sur des jeux comme Mario Bros, DuckTales, hein, des affaires plus charismatiques pour l'œil, plus enfantins aussi, moins violents. Fait que ça, c'est plus accrocheur pour nous. Sauf qu'après ça, vers l'adolescence, hein, on s'entend qu'il y a des choses qu'on apprécie plus, comme, je sais pas, les Ninja Gaiden, les Castlevania, les Gargoyle Quest, pourquoi pas, hein. Fait que ça dépend toujours du moment que tu es rendu dans ta vie en rapport au jeu aussi. Mais je l'ai quand même eu, mais j'ai réussi à le passer quand on y pense, là. 25 ans, 20 ans plus tard, 20, je disais, tu peux sortir en 90, je dois l'avoir eu dans ces dates-là. Puis je l'ai passé il y a une semaine, j'ai terminé il y a une semaine, hein, pour faire cette vidéo-là. Fait qu'on parle d'un jeu que ça fait quand même plus de 20 ans, là, on peut aller dans 24 ans, 23-24 ans, là. Fait que quand on y pense, là, hein, à l'époque, je pense que si on m'avait dit que j'allais finir le jeu
aussi tard, j'aurais fait ok, ouais, ça va pas bien, ouais, je suis vraiment pas bon. Mais le fait aussi, faut pas oublier que c'est un jeu qui est en anglais, hein, ça peut être ça peut nuire un peu. Parce que de un, il y a des jeux qu'on n'a pas besoin de lire. Ça, en partant, on va vous mettre un Mario traditionnel, il faut faire attention, on va pas vous mettre un Mario qu'il faut RPG, hein, Mario RPG. Non, non, on va mettre un Mario traditionnel. Il n'y a pas vraiment de texte, là, puis en fin de compte, c'est pas ça le but du gameplay. Mais ici, dans ce cas-ci, il faut quand même discuter un peu ce que les personnages nous disent va aider à notre quête. S'ils nous disent d'aller voir le boss pour y parler, parce que lui, il va nous donner une mission d'aller chercher le crime linguistique, ben, il faut le faire. Ou s'ils nous disent, ah oui, il y a des ailes de faucon qui sont dans un arbre, ben, il faut le savoir, ça, parce que ça pourrait faire en sorte de bloquer quelqu'un pendant un bon bout de temps, surtout s'il veut pas, il fait pas attention au texte, et surtout s'il y a de la difficulté à comprendre l'anglais. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être pas évident. Ah oui, ce petit bout-là que vous voyez maintenant à l'écran, cette espèce de désert avec le trou, qu'il faut essayer d'accéder au trou. Mais vraiment, là, il y a un chemin précis. Hein. Je sais pas si c'est aléatoire, mais il me semble pas. Mais il faut vraiment faire attention, il y a un chemin précis pour pas être repoussé, hein, afin de pouvoir se rendre jusqu'à l'ouverture. Mais ça, j'ai quand même... Ben, le problème, c'est justement, à force de se faire repousser, on tombe toujours dans ces espèces de petites zones de combat qui nous fait quand même gagner des viales. Ok, oui, mais à un moment donné, on atteint une espèce de plateau. Hein. Les viales, le maximum qu'on peut posséder, c'est 99 viales. À la fin, 99 viales, ça vaut seulement l'achat de 3 talismans de cyclone. Parce que les talismans à la fin coûtent 32 viales. Fait que 32 fois 3, ça donne 96. Il te reste 3 viales à la fin. Et écoutez bien la musique, hein. Sans farce, est-ce que vous pensez que c'est une musique qui pourrait faire partie d'un Ghost and Goblin? Sans doute oui. Personnellement, j'adore les musiques de ce Gargoyle Quest. C'est des musiques qui restent en tête. C'est une bonne musique. Puis faut pas oublier que on est sur Game Boy là. C'est quand même très limité comme musique là. Sauf que la composition est là. Des fois, t'as pas besoin de la grosse technologie. Quand l'harmonie, quand l'air est là, quand c'est bien fait, ben c'est super. On se retrouve avec un petit chef-d'œuvre. Et en ce moment, vous l'avez le petit chef-d'œuvre. Je vous le dis, achetez-vous une Game Boy. Allez peut-être pas dans les Game Boy, les vieilles Game Boy rétro, parce que le problème c'est le contraste. Moi je vous dirais, pognez-vous une bonne vieille Game Boy Advance, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que les Game Boy Advance, vous pouvez lire les anciens jeux, que ce soit les Game Boy, les premiers cartouches Game Boy grises, que ce soit les Game Boy couleur, ça va lire, que ce soit aussi les Game Boy Advance, hein, les GBA, les jeux plus petits, ben vous avez possibilité de lire 3 styles de cartouches. Hein. Game Boy original grise, Game Boy Color, ceux qui ont le plastique transparent, et les Game Boy Advance qui vont bien sûr avec la console. Ça, c'est la meilleure Game Boy selon moi. Sauf que c'est quand même une console que vous allez payer. Le gros prix d'une console comme ça, moi je vous dis 40$. Ça, c'est le gros prix. Mais si vous l'achetez à 40$, pour avoir l'impression d'avoir fait un bon deal, assurez-vous d'avoir au moins la boîte avec. Hein, ça serait déjà une excellente chose. Le chargeur et que la Game Boy soit en bon état. À ce prix-là, vous faites un bon deal. Sinon, ben, il vous faut au moins le chargeur. Hein, parce que si vous n'avez pas le chargeur, parce que la Game Boy Advance, ce qu'il faut savoir, c'est des piles internes. C'est pas des piles de style AA ou AAA.
que vous pouvez enlever puis ajouter dedans. Non, non, c'est une pile interne, ce qui rend la chose bien intéressante, mais il faut quand même faire en sorte que cette pile-là soit rechargée. Personnellement, moi j'en ai une Game Boy Advance et c'est sûrement une de mes Game Boy préférées. Étant donné que la Game Boy, il faut aussi, bien sûr, c'est la Game Boy Advance, mais le format SP. Hein, on ne pas se tromper. Parce que Nintendo, ils ont fait quand même une petite arnaque avec ça. Il a sorti deux modèles. Il a sorti la Game Boy Advance à l'époque du GameCube, hein, qu'on pouvait brancher dessus et faire des choses particulières. Rien d'extraordinaire, mais des trucs spéciaux. Et après ça, ils ont sorti, je pense, 3 mois après, si je ne me trompe pas, la Game Boy SP. Ça fait qu'à Noël, tout le monde a eu la Game Boy traditionnelle. Hein? La Game Boy qui est beaucoup plus large. Et après ça, après Noël, ils ont décidé de sortir la Game Boy SP, la Game Boy qui flippe. Ça vraiment, la différence, c'est ben, premièrement, est différente, mais aussi que la lumière. Hey, on s'entend-tu que ça a toujours été un défaut, les Game Boy, de pas bien voir à cause des lumières. Ça fait qu'il fallait acheter une petite lumière à part qu'on fallait fixer. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu plat. C'est sûr que de nos jours, il y a du monde qui customise leur Game Boy en mettant des écrans rétro-éclairés ou qui ajoutent des LED, mais peu importe. Maintenant, c'est possible de faire ça. Moi, personnellement, j'ai jamais fait. Je sais pas si un jour je vais essayer de le faire, peut-être, hein, juste pour avoir ma propre Game Boy, modifiée, oui. Mais aujourd'hui, je veux dire, une bonne vieille Game Boy Advance. Ou sinon, l'autre option, qui est une option un peu plus coûteuse, parce que là, il faut plus qu'une Game Boy Advance, une Super Nintendo, une Super Game Boy, parce que vous voyez, hein, la capture que j'ai faite, c'est vraiment avec la Super Game Boy. Et dans ce temps-là, ben là, vous êtes en business, parce que vous pouvez jouer sur l'écran de votre téléviseur. Et c'est vraiment une bonne chose. Mais c'est un peu plus dispendieux parce qu'on s'entend qu'acheter une Super Nintendo, ça va aller chercher dans les quoi 50$ environ, une Super Nintendo en bon état. Plus le Super Game Boy à un bon prix, ça serait 10$, mais je pense que ça va aller plus chercher dans les 20$, parce qu'on est rendu à 70$. Plus la cartouche de Gargoyle Quest, à 10$, vous pouvez l'avoir facile, à mon avis. Là. En tout cas, par ici, c'est pas trop rare. Fait que là, ça vient de vous coûter 80$ pour pouvoir jouer à ce jeu-ci. Mais au moins, vous êtes équipé pour jouer à plein de jeux de Game Boy sur votre télé. Personnellement, moi, j'adore ça parce que c'est une question de capture d'écran. Parce que je pourrais pas capturer... En tout cas, je me patenter. Le setting pour capturer faire de la capture d'écran sur une Game Boy, on s'entend que le visuel serait vraiment, mais vraiment moins intéressant. Mais dans ce cas-ci, comme vous pouvez voir, même si mon logiciel de capture d'écran, c'est pas ce qu'il y a de mieux, puis surtout c'est les câbles, hein, ça fonctionne avec du RCA ou du Super Vidéo, dépendamment. Ben, c'est pas du HDMI. Mais non plus, le jeu, c'est pas un jeu HDMI. Faut pas oublier ça. Hein. Fait que dans ce cas-là, c'est ça. Pour l'instant, ce que j'ai, je vis très bien avec. C'est pour ça que vous avez beaucoup de jeux rétro, hein. Parce que c'est pas parce que je possède pas de jeux récents, tu sais, j'en ai des jeux récents, tu sais. Mon jeu le plus récent, c'est NHL 2015. Sauf que, faut bien comprendre. Ici, j'ai pas compris, il y avait comme un bug, j'étais plus capable de rentrer dans la porte. Pourtant, habituellement, ça rentre facilement. Mais, ce que je disais, c'est que techniquement, je suis pas équipé pour faire de la capture d'écran en HD. Hein? Ça fait que quand je vais avoir bien épuisé mon rétro gaming, là, puis quand même, mon objectif c'est de commencer avec la genèse des jeux vidéo. Puis la genèse pour la plupart des séries, ça s'est passé sur la Super Nintendo, sur la Nintendo, puis sur la Game Boy. Je veux dire, il y a plein de franchises qui sont nées sur ces trois consoles que je viens de vous nommer. Game Boy, Nintendo, Super Nintendo. Fait que moi, c'est juste une suite logique. Je veux pas commencer avec un jeu récent puis revenir dans le passé par la suite. C'est sûr que des fois, je peux sauter un jeu, sauter
dans le sens skipper un jeu, parce que je le possède juste pas, ça c'est normal, tu sais, je veux dire, comme le prochain Gargoyle Quest, le 2, hein, le Demon Darkness, bien, je le possède pas, mais je vais pas attendre de le posséder avant de vous faire le Demon Crest au Super Nintendo. Ça serait de un privé de jouer un bon jeu, puis de vous faire une vidéo intéressante, en tout cas j'espère intéressante. Et en même temps, bien, si je vous dis c'est une question de budget, j'en ai plein de jeux. Là, je veux dire, si je vous dis en ce moment que le nombre total de jeux, que ce soit jeux de salon, hein, ou portable, ben que je dépasse sûrement le 600 jeux, ça en fait beaucoup. Fait que je peux en faire plusieurs vidéos. Mais il y a quand même des jeux que j'aimerais avoir pour poursuivre la suite. Hein. Ça, c'est un concept que j'ai moi en tant que collectionneur. C'est d'essayer de faire des suites, des séries. Parce qu'on s'entend que les jeux qui vont intéresser la masse des collectionneurs sont des jeux qui font déjà partie d'une série connue. Fait que les Mario, juste Mario, on va dire Mario, tout ce qui colle les Mario. Mario Kart, les Mario Party, les Mario Super Mario Bros. Pour nommer juste ces trois-là, ben c'est des jeux qui sont quand même recherchés encore, qui sont le fun, en tout cas très le fun à jouer. Juste les Mario Party, personnellement dans ma série, il m'en manque deux. Il me manque le Super Mario Party 3 à la N64 et il me manque le Super Mario Party 9 à la Wii. Je pourrais peut-être dire le Super Mario Party 10 aussi parce que il est peut-être. Lui je l'ai pas vu passer, mais il me semble qu'il est peut-être sorti à la Wii U. Ça fait qu'il m'en manque 3. Les deux derniers, hein, les plus récents, et le troisième sur la N64. Mais tu sais, à la GameCube, je les ai tous, je les possède tous. Mais c'est une question de patience. Hein. Je veux dire, je suis pas prêt à payer. J'aime pas de un payer le gros prix. Ça, en partant, c'est très clair dans ma tête. J'aime faire une bonne affaire. Fait que si je fais pas une bonne affaire, j'achète pas. À moins de vraiment me dire que ce jeu-là, il y a très peu de chances que je le revoie repasser. Hein? Parce qu'il est trop rare. Mais les Mario Party, on s'entend que ça s'est quand même bien vendu. Il y en a pas. Sont pas rares en tant que tels, sont juste très recherchés. C'est un jeu que le monde aime bien avoir dans leur collection. Fait ça, je peux comprendre ça. C'est un jeu qui est quand même intéressant à avoir. Sauf que dans mes séries, j'aime ça les collectionner, les séries comme les séries des Ghost and Goblin. Hein? Il y en a pas tant que ça, là. Juste pour les nommer, il y a Ghost and Goblin au premier Nintendo que je possède. Il y en a un aussi au Game Boy couleur que j'ai pas, mais qui c'est le même que au Nintendo, que j'aimerais bien avoir, ça c'est certain. Après ça, il y a le Ghost and Goblin, le Ghouls and Ghosts, moi, au Genesis. Hein, ça c'est un jeu aussi que j'aimerais bien posséder non, j'aimerais bien posséder. Je lis en 2 exemplaires, je dis n'importe quoi. Je vais prendre une petite gorgée, ça va me faire du bien parce que je sens que je parle beaucoup, hein, mais faut que j'ai une vidéo à combler. Là, si je regarde le temps, il nous reste une trentaine de minutes et après ça, on va se quitter. J'espère que je vous emmerde pas trop. Sinon, ben, couper le son puis regarder le visuel, mais si vous coupez le son, vous n'avez pas la musique avec, puis ça serait se priver d'un élément tellement important de ce jeu. Ouais. Ça fait que oui, j'ai bien sûr mon Ghouls and Ghosts au Genesis, j'en ai même 2 exemplaires. Et Super Ghost and Goblin au Super Nintendo. C'est que ça, c'est la trilogie de base qui a fait en sorte qu'il a découlé ce petit personnage, hein, ce Firebrand ou ce Red Hammer, si vous préférez la version japonaise. Mais aussi, il y a une trilogie, hein, c'est devenu une trilogie. Ça fait que ça, j'y collectionne. Mais Ghost and Goblin, il y en a eu d'autres aussi. Hein? Si on reste dans le traditionnel Ghost and Goblin, il y a eu une version PSP que je possède
malheureusement juste le CD, la petite cartouche, comment ça s'appelle ça? MVPU, je sais plus trop. Le nom, c'est un nom spécial, là, la petite cartouche là, pour... je me rappelle plus. Il y a un M là-dedans. Là. Y a-tu un U, y a-tu un V, y a-tu un P dans... Mettez ça dans l'ordre que vous voulez, puis vous êtes pas loin de la réponse. Fait que ça, je le possède, puis c'est quand même un bon jeu. Malheureusement, je peux pas jouer pour l'instant avec, étant donné que ma PSP ne lit plus les disques, les jeux. Mais elle fonctionne pareil, hein, mais elle lit plus les jeux. Fait que je peux m'en servir comme émulateur d'autres jeux. Mais il y en a plusieurs séries que je préfère collectionner, que j'aime collectionner. Juste vous nommer le dernier jeu que j'ai acheté, une série que j'aime beaucoup, les Ninja Gaiden. Et il y en a un que j'ai acheté, le dernier, Ninja Gaiden Z, Yaba, en tout cas un jeu qui est carrément autre chose que ce qu'on connaît habituellement comme les classiques de Ninja Gaiden. Me l'a fait avec des zombies. C'est vraiment le dernier qui est sorti, là. Un jeu sorti en 2014. C'est un jeu, selon moi, selon ma prédiction aujourd'hui, qui va devenir rare. Parce que de un, c'est un mauvais jeu. Deuxièmement, il est sorti à la fin de la console. Et troisièmement, sûrement qu'il va pas se vendre. Parce que c'est un mauvais jeu. Il sort à la fin de la console. Fait que ça va devenir une rareté. Il va valoir combien? Je le sais pas. Mais il va valoir plus cher que ce que je l'ai payé. Ça, c'est sûr. Mon objectif, habituellement, quand j'achète un jeu, c'est d'être capable de le vendre le double du prix. Fait que si le jeu, normalement, je suis capable de le vendre 20$, ben, il faut que je paye 10$ maximum. Ça, pour moi, c'est ce que j'aime. Je veux dire, il faut absolument que je sois capable de faire le double d'argent normalement avec les jeux que j'achète. Pour moi, c'est ça. C'est mon défi. Sinon, si je paye trop cher, ben, je vais simplement passer mon tour et je vais aller vers un autre jeu. Hein? On s'entend que être pressé, c'est vraiment pas une bonne chose. Il faut vraiment prendre le temps de bien regarder les jeux, de fouiller. Il faut avoir plusieurs endroits aussi. Hein? Personnellement, autant les microplays que les ventes de garage, que les marches aux puces, que les pan shops, hein, pour pas les nommer, les contents.com et autres. Bien ça, c'est l'endroit que j'aime magasiner les jeux vidéo. De temps en temps, un peu sur Kijiji et un peu sur eBay. Un peu parce que habituellement, le problème avec ces endroits-là, comme Kijiji puis eBay, ben le monde abuse peut-être un peu des prix. Hein. Je veux dire, c'est toujours beaucoup plus cher. Puis en plus, on peut pas vraiment négocier avec. Ben, j'avoue que Kijiji, on peut quand même négocier un peu. eBay, j'ai jamais négocié sur eBay, j'achetais tel quel, mais c'est quand même bon. Il y a des jeux qu'on voit pas ici. Et des fois, il y a des bons deals aussi qui se fait, là. Ça fait qu'il faut quand même pas hésiter à chercher. Mais il faut avoir plusieurs, à fin de compte, places pour chercher, à fin de compte, pour se trouver, avoir les meilleurs deals. Parce que plus on a une bonne ensemble du point de vue des jeux, plus c'est facile au final de faire une bonne tête, hein, de savoir quel prix on devrait payer pour tel jeu et en même temps de savoir si c'est un bon deal ou pas. Parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé à acheter les jeux en reculant de 6 ans, là, quand j'ai vraiment décidé de commencer à bien collectionner les jeux, ça a pu me débarrasser de mes jeux, a pu les échanger inutilement. Bien, et au début, j'étais prêt à payer un certain prix pour les jeux, mais maintenant, je disais, je paierais plus autant d'argent, là. Ben, autant d'argent. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Admettons, on va donner un exemple. Les Prince of Persia, là, ils ont eu un moment donné sur GameCube, Xbox, PS2, la trilogie, hein, une trilogie de Prince of Persia. Ils en ont sorti 3. Mais au début, moi, payer 15$ pour un jeu de Prince of Persia sur GameCube, je trouvais que c'était un bon deal. Tu sais, dans ma tête, je trouvais que c'était pas cher, mais aujourd'hui,
$15, non, c'est trop cher, là. Ouais, maximum $10, puis 5 ça serait un bon deal pour moi, là. Ça serait le prix que j'aimerais payer pour un jeu dans ce style-là. Mais, tu sais, au début, on fait les boutiques spécialisées, puis le problème avec les boutiques spécialisées, c'est que les vieux jeux coûtent vraiment trop cher. C'est vraiment le problème, hein. Les vieux jeux des boutiques spécialisées, ils mettent vraiment le prix. Fait que quand tu es prêt à acheter un vieux jeu, faut que tu sois prêt à payer cher. Puis il faut pas que tu sois habitué d'en acheter trop non plus. Parce que si t'en achètes. En tout cas, si t'en achètes autant que moi, non, ça va coûter vraiment trop cher. C'est pour ça que je fais plusieurs endroits. Même les villages des valeurs, ça peut être une bonne place aussi. Il faut juste y aller souvent, mais j'ai trouvé quand même des bons jeux au village des valeurs à un bon prix. Habituellement, les prix sont toujours à peu près les mêmes. Puis ça arrive souvent que la personne qui s'occupe de mettre ça sous emballage connaissent plus ou moins la valeur des jeux. En tout cas, prennent pas vraiment le temps de savoir si c'est une rareté ou un jeu commun. Parce que autant que tu vas acheter un vieux jeu de sport à 2,99, autant que tu peux t'acheter un Grand Theft Auto San Andreas à la PS2 pour le même prix. Là. Ça fait que faut juste bien connaître les futurs classiques, si on peut dire ça de même. Parce qu'il y a des jeux qui vont valoir une certaine valeur, mais ils seront pas seront pas rares non plus. Je viens de dire Grand Theft Auto, mais Grand Theft Auto, ça se vend à des millions, mais des millions de copies. On va toujours en retrouver. C'est juste que il y a du monde à un moment donné qui décide de conserver leurs copies, ça fait que ça devient un petit peu plus rare. Puis il faut toujours y aller avec l'offre, hein, un jeu rare, mais qu'il n'y a pas d'offre, que personne ne veut avoir, ben ça revient au même, là, tu peux pas le vendre trop cher. Fait que c'est toujours une question d'offre et de demande. Hein. Si l'offre est plus grande que la demande, ben c'est pas bon. Puis si la demande est plus grande que l'offre, ben c'est bon. C'est bon dans le sens pour le vendeur. Et que c'est pour ça que à quelque part, il faut risquer un peu de prendre un petit peu de tout. Un petit peu de tout, ça reste relatif. Moi personnellement, les jeux de sport, j'en ai quelques-uns, mais c'est une question de personnel pour moi parce que j'aime jouer aux jeux de sport comme le hockey. Mais si j'ai des jeux de sport parce que je les ai vraiment payés vraiment pas cher et c'était pas une question de collection, c'était une question parce que c'est une demande de mon garçon, ok? On va dire ça. Mais en réalité, faut être attentif hein, sur prévoir les futurs jeux qui vont avoir de l'argent parce que tu sais aujourd'hui on pense à Conquer Bad Fur Day là, hein, qui est seulement la cartouche puis que j'ai vu à des prix de 100$, 80, 100$, c'est extrêmement cher. Mais à l'époque, tu sais, si on avait prévu ça et que ça allait vous coûter ce prix-là, ben il y a quelques personnes qui s'en auraient gardé une couple de copies. Ben, c'est ça. Maintenant aujourd'hui avec l'arrivée des PS4 et de la Xbox One, ben, il faut prévoir ça, que la PS3 puis la Xbox 360 va liquider ces jeux. Et quand je dis liquider, là, c'est vraiment liquider. Là. Il y a des endroits que tu vas, puis les jeux ils coûtent quasiment plus rien. C'est 3$ le jeu, 4, 5$, 10$, 99 le jeu. Puis c'est des bons jeux. BioShock Infinity, ok? Un jeu sorti récemment, il y a environ un an, ok? 10$. Je l'ai payé 10$. Ok, peut-être c'est pas le meilleur jeu des BioShock, mais quand même, dans ma tête à moi, je me suis dit, il me faut absolument cette copie, étant donné qu'il y a une forte possibilité que, ok, il a moins pogné. En tout cas, pour l'instant, je l'ai essayé. J'ai pas super accroché. J'ai quoi, 4-5 heures d'investi dessus, 6 max. C'est correct. Mais étant donné que je venais de sortir du jeu Dishonored, ouais, Dishonored là, sans farce là, j'ai juste hâte d'avoir la chance de mettre la main sur ces DLC afin de pouvoir y jouer. Fait que, hey, je parle beaucoup, hein, mais je parle pas du jeu, mais on pourrait revenir au jeu.
Là, vous voyez, hein, nos vies sont rendues à 4. Nos ailes, ben, on vole très très bien. Là, on est dans un petit passage qu'il faut vraiment passer de l'autre côté. Hein, je sais plus si c'était un pont, ou en tout cas, il faut vraiment s'assurer de passer le côté. Et c'est vraiment de la plateforme pure et dure. Comme je disais, on fait autant, on passe de gauche à droite, mais quand même, le fait de beaucoup gérer la hauteur, ça aide beaucoup. Sûrement le dernier village. Ici, on va en profiter pour se faire quelques vies. Avec nos viales, on va les échanger. À partir de maintenant, il nous reste un donjon à passer, si je me trompe pas. Et on va aller au boss de la fin. L'avantage du boss de la fin, c'est que avant de le combattre, il nous donne 4 excusez, 4 talismans de cyclone. Il nous reste 25 minutes, lâchez pas. Je sais que vous êtes sûrement un peu fatigué, et moi tout, mais bon, mon objectif n'était pas compliqué. C'était d'être capable de vous donner du contenu pendant 1h40 minutes, tout en parlant du jeu Gargoyle Quest, hein? Et je vous répète, sorti sur Game Boy en 1990. Et ben c'est ça, il nous reste une vingtaine de minutes parce qu'on va se rendre au boss. Vous voyez maintenant 32 viales pour acheter un simple talisman de cyclone qui est rendu extrêmement cher. Hein? C'est pas donné, on s'entend là-dessus. Mais c'est pas grave, étant donné que normalement on est capable d'en acquérir pas mal. Ici, c'est un peu labyrinthique parce qu'il y a plusieurs petites faces comme ça. Là, on sait pas trop. Là, c'est qu'on peut entrer à l'intérieur, mais il faut, en fin de compte, trouver le bon pour pouvoir continuer son chemin. Maintenant, on est rendu avec un troisième projectile, des petites bulles, mais qui fait plus bubblegum, on va dire ça de même, parce qu'en réalité, ça pourrait être ça, des boules de gomme. Mais ça nous permet, on va le voir immédiatement ici, je vais me taire puis je vais vous laisser regarder. Ça nous permet, à fin de compte, de les utiliser de manière à pouvoir lancer ça sur les pics pour faire en sorte que nous puissions nous agripper après les pics. Il faut faire attention, ça dure jamais longtemps, ça fait qu'il faut être quand même rapide. Mais vous voyez, ça nous fait des petites plateformes qui nous permettent de faire la transition avec les pics. C'est vraiment génial. Le design des niveaux est vraiment très bien conçu. Et on arrive au dernier donjon. On peut dire ça parce que après ça, il n'y a pas vraiment de donjon. Si je me trompe pas, attendez, j'essaie de me rappeler. Oui, peut-être qu'il reste un dernier donjon, mais qui n'est pas un vrai donjon. Vous allez voir tantôt. C'est plus une ascension vers les hauteurs pour atteindre le dernier boss. Et c'est parti. Avec toujours cette splendide musique inspirée directement des Ghosts and Goblins. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est les mêmes réalisateurs pour les effets sonores, pour la musique, que ceux qui ont fait les Ghosts and Goblins? Moi, je dirais sûrement que oui, je l'espère. Mais étant donné qu'à une certaine époque, il y avait moins de prestige à créer des jeux, et pourquoi, je sais pas. Pourtant, on s'entend que c'est des chefs-d'œuvre, c'est des œuvres d'art. Pour moi, je constate ça comme des œuvres d'art. Vraiment, dans l'art, il y a des catégories d'art. Hein. L'art qu'on connaît peut-être le plus, on parle souvent du 7e art, qui est le cinéma. Bien, le jeu vidéo, sans aucun doute, a sa place au 10e rang. Hein. Je vais pas vous les nommer tous, là, mais le premier, c'est l'architecture. Ça fait que oui, on se retrouve avec... Faut bien jouer, faut bien doser son vol. Pour l'instant, on n'est pas encore avec un vol infini, oui,
veut dire illimité, mais ça va venir bientôt. Mais là, on se dirige tranquillement. Et malheureusement, il y a des phases qui sont pas toujours évidentes. Comme ici, les petits pics qu'on voit qui bougent, là, juste précédemment, où ce qu'on descend, où ce qu'il y en a plusieurs, ben là, on n'a pas le choix de se laisser tomber. C'est vraiment... Je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions pour arriver à passer à travers ça, parce que c'est vraiment trop limite pour pas être touché. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est capable de passer sans être touché, bravo. Mais même le speedrun que j'avais vu, la personne se faisait toucher. Puis en fin de compte, ça fait une espèce de projection. Ici, il faut avoir un bon timing, mais ça passe. Je sais pas si dans ce cas-ci, ça passe bien, je le fais. Oh oui. Mais c'est, je vous le dis, c'est pas grand-chose. Toujours plein de petits pièges, faut faire attention. Mais vous voyez, c'est vraiment super bien détaillé. Puis faut pas oublier là, que là, il n'y a pas de couleur du tout, puis tout passe bien. Il faut faire attention avec la Super Game Boy, hein, parce que ça, je l'ai fait au début, là, mais par défaut, au début, il vous donne des couleurs un peu, des couleurs différentes. Là, on s'entend, dans ce cas-ci, c'était plus des couleurs orangées, ocre, qui fitaient quand même bien avec ça, mais moi, je l'ai mis en noir et blanc parce que je trouvais que c'était plus significatif pour une Game Boy. Hein. Ici, là, faut faire attention, mais le point faible, c'est la tête. Un reproche que je pourrais faire, parce qu'on va en parler des défauts, parce qu'il n'y a quand même pas juste des qualités, c'est l'originalité entre ce boss-ci et le dernier boss. Sans farce, là, vous allez voir, c'est la même affaire. Personnage au centre, qui bouge les bras, vous envoie des projectiles, et de temps en temps, le bras qui s'enlève dégage la cible, la tête, et on peut se permettre de tirer dessus. Mais ce que je trouve déplorable, c'est que on a eu des boss intéressants tout le long, variés, et les deux derniers boss, c'est une copie conforme du design. T'sais, au moins, il aurait pu avoir quelque chose de plus, de différent, simplement différent. C'est ce que je reproche à ce jeu. Mais ça va bien, on l'a eu. Personnellement, vous regardez ça, vous vous dites, oh, je suis bon, mais oubliez pas que j'ai enregistré comme facilement pendant 5-6 heures, 4-5 heures, 4-5 heures, oui. 3-4. Peu importe, j'ai enregistré assez aux 4 heures, ok, on va arrondir à 4 heures. Pendant 4 heures, puis il a fallu que je fasse du montage. J'ai découpé toutes les bouts que j'étais mort, parce que je suis mort plusieurs fois. Il y a même des capsules. En fin de compte, j'ai fait plus que 4 heures, je pense à ça. Il y a des bouts que j'ai même pas conservé parce que je commençais la capture, puis je finissais la capture, puis je décédais à chaque fois, ça fait que c'était des parties que je gardais pas. Fait que le jeu en tant que tel, j'ai peut-être joué, faire un chiffre assez rond, peut-être 10 heures, pour à fin de compte arriver à le finir. Fait que c'est quand même beaucoup de temps là, quand on y pense, 10 heures pour ce jeu-là. Mais quelqu'un qui connaît bien, qui a bien apprivoisé le gameplay, ben il peut le finir en 1h30, là, c'est 2 heures, t'sais. Mais dans ce cas-ci, il y a eu beaucoup d'essais, d'erreurs. Mais c'est normal parce que à cette époque-ci, hein, à cette époque, en 1990, je vous rappelle, les jeux étaient plus courts, hein, mais le challenge était beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Et voyez, maintenant, je suis rendu avec le vol à l'infini, ce qui est très très bien. Tout ce qui reste à faire. Et aussi, j'ai ma dernière arme. Hein, ça ressemble d'un boomerang en forme de plure de banane, je trouve. Mais c'est la dernière arme, c'est l'arme qui va nous permettre d'éliminer le dernier boss. Et ici, ce qui reste à faire, bien, c'est de passer de l'autre côté, bien sûr, finir par le pont. Et je crois, après ça, ça va être le dernière phase de plateforme. On va devoir se rendre jusqu'en haut, aux portes du château. Ça sent pas vraiment un château, c'est plus une grosse porte là. Mais ça garde certains codes du Ghost and Goblin. Parce que je sais pas si vous en rappelez, mais à chaque fois qu'un ennemi était défait dans Ghost and Goblin, il y avait des portes immédiatement après qui s'ouvraient. Et voici
le dernier niveau. Écoutez-moi cette musique, je me tais. Oh my god. Non mais, hein, sans farce. Est-ce que je vous ai menti quand je vous ai dit que la trame sonore était excellente? Hein? Non mais c'est une trame sonore impeccable. Je vous rappelle, on est sur Game Boy. La première Game Boy. Avec son petit speaker. Hein? Mais c'est toujours mieux de jouer avec un casque d'écoute. Toutes les Game Boy, à part la Game Boy SP, a une connexion casque d'écoute. Je sais pas pourquoi ils ont décidé d'enlever ça. Parce que c'est la Game Boy Advance, tantôt je vous disais tantôt, SP, c'est peut-être ma Game Boy préférée, mais elle a quand même un défaut. Aucune connexion pour le casque d'écoute. Parce qu'on s'entend quand on joue, là, c'est une console portable, on veut pas nécessairement faire entendre de la musique à ceux qui sont dans notre environnement. Entre autres termes, ta blonde ne veut peut-être pas être obligée d'entendre la musique de ton petit jeu. Mais peu importe, ça reste quand même une bonne console. Mais écoutez-moi cette musique, hein. Ici, c'est vraiment une phase de pure plateforme. Il faut vraiment faire attention au pic, aux quelques bestioles. C'est pas un niveau difficile en passant ce niveau-là. Moi, en tout cas, personnellement, le seul bout difficile, vous allez le voir, c'est en hauteur. C'est parce qu'il y a 2 ennemis qui vous attendent. Et c'est des ennemis qui sont quand même assez robustes. C'est les ennemis que j'aime le moins affronter quand il y a justement le moment, la phase qu'on rentre en contact avec sur la map et qu'on devient en phase de combat. Et c'est les ennemis qui font un peu style Dracula là, avec leurs ailes qui s'enveloppent. Un peu dragon, Dracula, chauve-souris, squelettique. C'est pas, le design est un peu mélangé. Mais ici, après ça, vous voyez, il y a quand même beaucoup de transitions avec les différentes projectiles, puis c'est correct, étant donné qu'on a un vol maintenant stationnaire, qu'on n'est plus obligé d'atterrir pour reprendre sa capacité de vol. On a simplement à faire la transition entre chaque arme, qui est très agréable, et ça se fait très bien. C'est sûr que voyez, on est obligé d'être dans le menu à chaque fois. Mais à mon avis, il y aurait peut-être eu possibilité de simplement utiliser la touche Select peut-être, à moins que je me trompe, pour switcher les projectiles. Ça aurait été peut-être un peu plus intéressant. Mais c'est pas un défaut en tant que tel. Je me plains pas. Ah non, les défauts, il n'y en a pas beaucoup. On en a parlé. Hein? C'est vraiment la durée de vie. Vous voyez ici, on voit qu'on approche tranquillement d'une structure qui va être le futur château. Malheureusement, on se fait toucher. Il faut faire attention. Ouais, ça c'est bien. Il faut l'éliminer, sinon c'est vraiment à la fin. Et regardez, le classique, hein, la porte qui vous attend. La porte d'ouverture, vous pouvez arriver à l'intérieur ici. Là, malheureusement, normalement, à votre droite, il y a 4 talismans cyclones qui vous est donné, mais étant donné que j'ai fait des coupures, on voit pas cette partie-là. J'aurais peut-être dû faire une coupure entre là et après ça, peu importe. Il y a vraiment 4 talismans qui vous attendent là, c'est qu'en partant, quand vous rencontrez le dernier boss, bien vous avez 4 vies. Hein? Fait qu'il nous reste 10 minutes. On fait un beau résumé, puis après ça, je pense qu'on va pouvoir se quitter. Je vous rappelle que c'est un jeu sorti en 1990 sur Game Boy, hein, édité par Capcom. Un excellent jeu, gameplay inspiré, agréable à jouer, précis aux petits oignons, du visuel
totalement écœurant. Je veux dire, le visuel, les graphismes sont de toute beauté. Une transition, un jeu hybride entre la phase de plateforme et le petit côté RPG qui est vraiment quand même intéressant. C'est un petit côté, hein, RPG, on ne peut pas parler tant que ça, mais le fait d'augmenter ses capacités de vol, de saut, changement de tir, d'augmenter ses vies, d'acheter des vies, de récolter des viales. Ça fait un petit côté RPG. Un scénario malheureusement moins inspiré, mais peut-être à cause de la capacité de la Game Boy. Des musiques extraordinaires. Des boss agréables. Mais malheureusement, la petite bémol, c'est entre l'avant-dernier boss et le dernier boss, beaucoup de similitudes. Hein, des boss immobiles qui bougent seulement leurs bras pour vous envoyer des projectiles et les bras servent en quelque sorte de bouclier jusqu'au temps qu'ils soient bien sûr dégagés pour pouvoir envoyer les projectiles. Mais ça reste un excellent jeu. C'est pas une rareté, ce qui est très abordable dans le usager. Hein, je vous le dis, 10$, c'est facilement réglé pour ce jeu-là. Vous cherchez sur eBay si vous avez un compte PayPal, faites-vous un compte aussi eBay, ça va être parfait, vous allez pouvoir vous commander. Mais c'est un jeu, un très grand jeu. Malheureusement, ce que je pourrais lui reprocher, c'est une question de futur, d'avenir. Si on connaît bien les jeux de Mario avec toute la suite qu'on a vue qui a poursuivi Mario, hein, avec son style 2D. Et je comprends pas pourquoi cette série-là n'a pas continué parce qu'il y avait beaucoup de potentiel, malheureusement, pour ce jeu-là. Et non, malheureusement, c'est un jeu qui est sorti seulement en trilogie. Il y en a eu 3, puis après ça, ben, plus jamais on a entendu parler. Fait qu'il faudrait vraiment que Capcom ressorte de la poussière cette franchise et fasse une espèce de remake ou une suite digne du nom des Gargoyle Quest, hein, un peu à la Demon Crest, mais beaucoup plus poussé, hein, en rapport avec les technologies d'aujourd'hui, les capacités, le scénario, tout ça. Mais il y a quelque chose à faire. Sinon, ben, on sait jamais, je pourrais peut-être prendre la relève, hein, vous savez, hein, je fais déjà un Castlevania. Il n'y a rien qui m'empêche que Castlevania devienne un Gargoyle Quest dans le futur. Mais ça, on verra bien. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, ça me fait grandement plaisir de vous commenter cette run. Hein, c'est que j'ai fait moi-même. C'est pas des images que j'ai pris sur internet, non, des vidéos, non, c'est vraiment ce que vous voyez, c'est moi qui ai joué et j'étais bien content d'avoir tout capturé. Il va rester à savoir si ce format-là vous plaît ou sinon si vous préférez plus des petits directs live qu'on joue comme d'habitude, on passe le nombre de vies qui nous est accordé et au game over on arrête tout ça. C'est sûr que ça fait des vidéos plus courtes, plus concises. Je veux dire, on parle moins, on part moins dans plein de directions parce que je parle un peu de tout, mais c'est correct. Quelque part, j'ai pas de problème avec ça, ça me dérange pas. Il reste juste à savoir vous si c'est quelque chose qui vous plaît. On est quasiment rendu à la fin, on va l'avoir, mais je vous avoue que ça, j'ai joué quand même petit joueur là. J'aurais pu. Ah oui, vous voyez, il est détruit. Parfait. Ah, ça fait que le jeu est terminé. Hein? On voit ici, on reparle à nouveau à ce boss-ci. Donc, il n'y a pas grand-chose à nous dire. Il a été défait une deuxième fois, c'est ce que je comprends. Mais il dit qu'il va être de retour, comme la plupart des méchants. Et sûrement qu'il est de retour parce qu'il y a quand même eu une suite au Nintendo avec Gargoyle Quest 2 de Demon Darkness. Bon, et c'est là qu'à fin de compte on réalise, ben on l'a réalisé avant, mais que c'était nous, la personne qu'on recherchait, le Red Blaze, avec bien sûr le feu sacré qui allait permettre d'éliminer le Brigger, le gros méchant de fin du jeu.
de temps en temps, on vérifie si les objets, c'est pas quelque chose de caché, on sait jamais, mais il n'y a pas grand chose de caché dans ce jeu-là. En tout cas, pour le côté RPG, pas vraiment. Peut-être plus dans les côtés plateforme, de temps en temps, il y a des objets, mais ça reste toujours soit des cœurs pour remplir son énergie, soit des viales, ou soit des talismans de cyclone. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre comme objet qu'on peut acquérir. Ça fait que c'est pas beaucoup d'objets en tant que tel. Ça fait que maintenant on se retrouve avec la fin. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Le prof vous dit à la prochaine vidéo. Et bien, au revoir.